Voilà, bienvenue donc à notre émission. Jacques Roger, show sur NRA Radio. Nous avons donc en exclusivité, dans une petite minute, Monsieur Jean-Louis Billon, qui est donc le ministre du commerce, des PME et puis aussi de l'artisanat. Nous allons donc avec lui faire un peu le tour de l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire et surtout parler un peu de son département. Qui est aussi un département aussi assez important donc en Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Jean-Louis Billon, bonjour, comment allez-vous? Bonjour, ça va? Voilà, ça va très bien, Monsieur Billon, voilà. Alors, les auditeurs sont en ligne. Alors, juste avant de commencer un peu notre émission, je voudrais savoir si vous voulez d'abord vous adresser d'abord aux auditeurs qui sont très nombreux en ligne, la Kwaba. Alors, je vous donne la possibilité donc en 2 petites minutes. Oui, merci. Il faut dire que je suis très heureux depuis la dernière fois que je suis passé à l'antenne, de pouvoir retrouver les auditeurs et leur dire que dans mes nouvelles fonctions, je suis en train de m'atteler à ce que le commerce se développe et surtout que les PME, qui sont le socle d'une économie, puissent s'épanouir dans un environnement beaucoup plus favorable. Et bien sûr, j'ai en charge aussi l'artisanat. L'artisanat, c'est très, très vaste. Vous avez 244 métiers dans l'artisanat en Côte d'Ivoire. Et ce sont de très petites entreprises, mais qui gagneraient à avoir plus d'accès au marché, à être mieux connus. Tout ça va nécessiter beaucoup de formation et d'éducation. Mais j'y crois. J'y crois. Parce que j'ai toujours cru dans le potentiel de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les choses se redressent tout doucement. Ce n'est pas facile. Il y a encore beaucoup de problèmes. On ne peut pas sortir d'une crise aussi profonde et penser qu'en claquant les doigts, tout sera parfait du jour au lendemain. Non, ça nécessite beaucoup d'efforts, beaucoup de bonne volonté. Et moi, je sais que j'ai cette bonne volonté. C'est pas forcément toujours le cas partout dans le pays. Certains se découragent tout simplement. Mais il faut y croire. Voilà, il faut y croire. C'est que vous êtes beaucoup optimiste, voilà, de nature. Alors, pour connaître Monsieur Jean-Louis Billon, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est donc né en 1964 à Bouaké. Il a obtenu donc un master à l'université de Montpellier. Il a aussi fait les États-Unis, où il était donc en Floride à la mort du papa Billon. Il est donc rentré en Côte d'Ivoire, où il a été donc l'administrateur des grandes entreprises comme Sifka et Sifcam. Ensuite, il a été, par la carrière politique, a été maire de la ville donc de Dabakala, voilà Dabakala. En 2002, il a été donc le président de la Chambre des commerces. Sous M. Jean-Louis Billon, cette chambre de commerce a connu pratiquement ses lettres de noblesse. Et ensuite, il a créé avec donc des amis de la société civile, ce qu'on appelle donc la convention de la société civile ivoirienne, qui a été créée donc en 2003. Après donc, si vous voulez, la rébellion en Côte d'Ivoire, cette association a joué pratiquement un rôle assez important donc de la décrispalisation de la Côte d'Ivoire et aussi a créé des conditions pour que nous puissions arriver où nous sommes. Alors, depuis pratiquement 5 mois, M. Jean-Louis Billon est donc le ministre du commerce, des PME et puis aussi donc de l'artisanat. Vous savez, M. Jean-Louis Billon fait partie donc des 12 personnalités que nous avons, que nous pensons qu'ils peuvent certainement apporter un plus donc à la Côte d'Ivoire. Beaucoup de personnes voient en lui, excusez-moi, M. Jean-Louis Billon, mais c'est tellement des candidats potentiels à la présidentielle en Côte d'Ivoire, pourquoi pas dans 3 ans, ou bien pourquoi pas dans 8 ans. Alors, avec lui, nous allons aller donc très rapidement, puisque nous n'avons pas assez de temps. Il doit être aux environs donc de 23 heures donc à Abidjan. Alors, rapidement, Monsieur Jean-Louis Billon, vous avez hérité quand même d'un département qui est assez problème, un département qui pose pour ne pas me répéter, qui pose problème actuellement en Côte d'Ivoire, donc au niveau donc du commerce.
Alors, parlez-nous un peu de ce département de votre ministère au niveau donc du commerce. Nous savons que en début d'année, il y a eu donc une augmentation des produits pétroliers. Ensuite, la vie est aussi un peu très très chère donc à Abidjan, ce qu'on appelle la vie chère. Alors, quel est certainement votre remède, j'allais dire, pour alléger un peu le portefeuille ou bien le panier donc de la ménagère? Alors, c'est vrai que la vie est chère en Côte d'Ivoire. Il faut le dire, il ne faut pas se le cacher. La vie est même extrêmement chère. Si vous allez sur les classements des villes les plus chères du monde, vous trouvez toujours Abidjan parmi certaines villes africaines dans le classement des 50 villes les plus chères du monde. Je crois que dernièrement, Abidjan doit être à la 40e place. Ou quelque chose comme ça. Et c'est pas normal de voir qu'une ville comme Abidjan ou n'importe quelle ville africaine se retrouve parmi les villes les plus chères du monde. Et quand je dis les villes les plus chères du monde, parmi ces villes-là, vous avez Osaka, Moscou, New York, Paris, Londres, et les villes africaines sont Luanda, N'Djamena, Libreville, Abidjan, Dakar. Et vous avez d'autres classements qui classent la qualité de vie. Hein, et vous trouvez certaines des villes les plus chères du monde parmi ces villes qui ont la meilleure qualité de vie dans le monde, mais jamais les villes africaines les plus chères du monde dans les meilleures qualités de vie. Donc, ça veut dire que nous sommes beaucoup, beaucoup plus chers en réalité que ce que l'on pense. Dans un contexte où vous avez un taux de pauvreté important, comme le nôtre, on est descendu depuis peu en deçà de 50% de taux de pauvreté, mais ça reste trop élevé. Avec l'augmentation du coût des matières premières, pétrole, gaz, céréales, blé, riz, les populations ont du mal à suivre. Donc, alors, je regarde les principaux facteurs d'augmentation de coût de la vie en Côte d'Ivoire et malheureusement, mis à part les cours mondiaux sur lesquels on peut très peu jouer, pour ne pas dire pas jouer du tout, les produits vivriers qui sont cultivés en Côte d'Ivoire et qui partent des points de marché pour arriver, des points de récolte pour arriver sur les marchés sont chers essentiellement parce que, le transport en Côte d'Ivoire est trop cher. On a la tonne transportée parmi les plus chères du monde et bien sûr la corruption, la malgouvernance que l'on trouve sur nos routes. On a commencé à se battre contre ça, mais vraiment, il y a des habitudes qui ont été prises depuis des années, qui persistent, qui sont très 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 dures à faire partir. Vous avez des fonctionnaires, des politiques qui sont mêlés à cela, et vraiment c'est une grosse bataille. Alors, face à ça, je suis en train de mettre en place aussi un arsenal réglementaire qui existait mais qui n'était pas mis à jour. La commission de la concurrence doit être remise sur pied. Elle n'a pas siégé depuis plus de 15 ans. C'est énorme. On ne peut pas avoir une libre concurrence, une concurrence parfaite, sans une commission de la concurrence qui surveille. La loi sur la concurrence de 1991 va être mise à jour et je viens de prendre également des dispositions pour réglementer les contrôles, l'affichage des prix, les publicités, lutter contre les monopoles, les abus de position dominante, les ententes illicites, toutes ces choses-là qui concourent à augmenter le coût de la vie. Bon, il y a l'autre élément. Il y a deux façons de s'attaquer au coût de la vie. Soit ce sont les prix qui baissent, soit c'est le pouvoir d'achat qui monte. Je pense qu'il est mieux de travailler pour que les Ivoiriens trouvent des emplois et un salaire décent, des entreprises qui fonctionnent. Et là,
que vous avez un salaire, vous pouvez faire face à un achat. Si vous n'avez pas de salaire, même si le prix des denrées baisse, le coût de la vie reste toujours trop cher pour vous. Donc, c'est le pouvoir d'achat qu'il faut améliorer. Et pour ça, c'est l'ensemble du cadre économique que l'on doit rendre favorable et compétitif. Alors, puisque vous êtes aux États-Unis, je suis en train de travailler avec mes équipes sur une loi sur les PME avec une agence des PME. Il existe aux États-Unis ce qu'on appelle la Small Business Act, qui est une loi sur les PME, et la Small Business Agency, l'agence des PME, qui a inspiré beaucoup de lois sur les PME en Europe, au Japon et ailleurs. Donc, j'ai décidé de faire la même chose en Côte d'Ivoire et nos équipes sont en train de travailler dessus. Tout ce que je vous dis là, certaines choses sont déjà dans le processus. Pour d'autres, je suis confronté, il faut dire que ça fait à peine 4 mois maintenant que je suis là, mais à la lourdeur administrative entre l'idée, la rédaction et la navette qui se passe dans les différentes administrations avant que les textes ne soient adoptés. Mais comptez sur ma détermination pour que tout cela se fasse assez vite. Alors, nous sommes parfaitement là. Nous allons compter exactement sur votre détermination. Vous avez parlé des PME, effectivement. Aux États-Unis, ce sont les PME qui créent certainement les emplois. Alors, vous avez parlé donc de la contribution donc de la diaspora. Vous allez travailler avec la diaspora sans pour autant rentrer dans le détail. Alors, comment allez-vous travailler avec la diaspora, c'est-à-dire? Voilà, là, nous travaillons aussi pour, quand je parle de l'environnement favorable, la création de l'entreprise avec le CPC, le Centre de promotion et d'investissement en Côte d'Ivoire, avec un guichet unique que nous mettons en place pour la création d'entreprises. Bon, beaucoup d'Ivoiriens de l'extérieur arrivent avec des formations, des idées, parfois même des moyens qui viennent réinvestir en Côte d'Ivoire pour créer leur entreprise. Donc, pas plus tard qu'hier, j'étais avec une jeune dame qui est en train de monter une petite entreprise de travaux publics routiers et a fait appel à une petite agence que nous avons qui est l'Institut national de l'entreprise et le fonds d'investissement de l'entreprise de Fidèle qui lui apporte son soutien. Bon, elle est venue me voir parce que son dossier était bloqué malheureusement et ça nous permettait de prendre le relais par rapport à l'équipe précédente pour mieux comprendre et mieux orienter ce fonds-là. Donc oui, à travers les PME, nous allons travailler avec la diaspora. On en a besoin. Les Ivoiriens qui sont restés ici sont très très affaiblis. Faut dire qu'ils vivotent. Donc c'est l'investissement direct étranger et l'investissement direct des nationaux de l'extérieur et ceux qui reviennent avec leurs compétences et leur expérience qui peuvent relever plus facilement le défi du développement. Voilà, de ce côté, au niveau donc de statistiques concernant un peu doing business en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire occupe la 170e place, 177e place sur la 185e place au niveau donc de l'environnement en matière donc d'affaires. À ce niveau, qu'est-ce que vous allez certainement faire? Qu'est-ce que le gouvernement fera pour améliorer, si vous voulez, un peu le classement de la Côte d'Ivoire afin donc d'attirer plus d'investisseurs en Côte d'Ivoire? Le guichet unique dont je viens de parler est un élément de réponse. Quand on regarde le doing business, il y a des critères qui vous permettent d'avoir un meilleur classement. L'accès à la propriété, donc toutes ces procédures administratives qui sont très rébarbatives, redondantes et tout doivent être facilitées pour que l'on voit la facilité de faire des affaires.
Donc, la création du guichet unique du commerce extérieur pour la faciliter les opérations d'import et d'export, le guichet unique de formalité des entreprises pour la création des entreprises avec dedans en un seul, comme disent les Américains, one stop shopping. Vous faites toutes vos procédures administratives d'abonnement, d'électricité, d'eau, de téléphone, de registre de commerce, de numéro de compte contribuable, de type de propriété, tout ça, pour faciliter, c'est ce qui permet d'avoir un meilleur classement. Il y a une équipe qui se rencontre tous les mois au niveau interministériel pour faire le point des différentes avancées et on espère gagner ainsi des points l'année prochaine. Alors, merci beaucoup à Monsieur Billon. Alors, nous allons prendre d'abord, puisqu'on n'a pas assez de temps, avant de revenir un peu à la politique, prendre quelques réactions d'abord de nos frères donc, du panel. Je vais donc aller rapidement du côté de Paris avec le docteur Jean-Aimé Mouketou qui a certainement deux questions pour vous. Alors, soyez très laconiques afin que nous puissions avoir donc le maximum de questions à notre invité. Il se fait très tard donc à Abidjan en ce moment. Alors, mais docteur Mouketou, allez-y pour votre question. Oui, merci, Monsieur Jacques Roger. Bonjour, Monsieur Jean-Louis Billon. J'ai deux questions. Voilà, j'ai deux questions. Je vais vous poser deux questions. Première question, Madame Hélène Logal, conseillère Afrique du président François Hollande, était dans votre pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes informés qu'elle a été reçue par le docteur Alassane Ouattara, qu'elle a également reçu une délégation du Front populaire ivoirien. Alors, dans le cadre de la réconciliation dans votre pays, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable que tous les fils de la Côte d'Ivoire se retrouvent autour d'une table? C'est ma première question. Ma deuxième question est la suivante. Je sais que vous êtes surtout connu dans l'activité économique, surtout agroalimentaire. Je voudrais avoir des informations sur l'histoire du président du groupe FISCA, ce qui s'est passé réellement le 4 avril 2011. Merci beaucoup, docteur Mouketou, depuis Paris, hein, Monsieur Billon. Merci. Bon, sur le sujet de la réconciliation nationale, vous prêchez un convaincu depuis des années, même avant la crise post-électorale. Je faisais partie de ceux dans la Convention de la société civile qui disaient de faire attention. La Côte d'Ivoire était en train de prendre une mauvaise route sur le plan politique et social. Beaucoup de problèmes demeurent et je pense que nous devons pouvoir nous mettre autour d'une table et les traiter un à un, les lister et les traiter avec honnêteté intellectuelle. Parce que malheureusement, bon, je vois beaucoup d'acteurs politiques et ils ont toujours en tête la conquête et la conservation du pouvoir. Et ça fausse le sujet de la réconciliation. Il faut mettre de côté les ambitions, ces enjeux politiques purement égoïstes et traiter les problèmes de la société ivoirienne. Si on doit légiférer là-dessus, si on doit prendre des amnisties, si nous devons réformer les textes de loi, tout ça, on ne peut pas rester comme ça et penser qu'on va arriver à la fin du siècle que l'on vit avec des graines de discorde sans arrêt dans nos relations. Donc de ce côté-là, vraiment, vous pensez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Maintenant, sur le 4 avril 2011, vous parlez de la disparition d'Yves Lamblin et de nos autres collègues. Bon, je pense tout simplement, honnêtement, de tout ce qui est ressorti,
que nos amis se sont trouvés au mauvais moment, au mauvais endroit. Ils ont été pris à l'hôtel Novotel. Nous avons vu les images des vidéos de surveillance qui ont montré les militaires leur demander de les suivre. Ils sont partis en voiture et avec eux et ils ne sont jamais revenus. Donc les militaires les ont forcés à les suivre armes au poing et puis ils ne sont jamais revenus, tout simplement. Bon, il y a des personnes qui ont été arrêtées suite à cela. Et les personnes ont avoué, il y a une vingtaine de personnes en prison, les personnes ont avoué en disant que vraiment il n'y avait pas d'ordre particulier, que c'était des dérapages du moment maintenant. Je pense que ce sont des choses qui auraient pu être évitées. Alors, nous allons aller du côté donc de Massachusetts avec Madame Sarah Geneviève, qui est donc enseignante. Alors, Madame Sarah Geneviève, allez-y pour votre question. Merci, Jacques. Bonsoir, Monsieur le ministre. J'ai juste deux petites questions pour vous. La première, c'est nous qui sommes des novices et qui ne connaissons rien du tout à l'économie ni au commerce, etc. On nous dit que l'argent circule ou l'argent travaille, l'argent ne circule pas l'un dans l'autre. Quels sont les éléments dans votre ministère qui peuvent nous donner la preuve que l'argent qui a été emprunté par le gouvernement ivoirien est en train de travailler, est en train de circuler effectivement et que la population en tire des bénéfices? Et puis la deuxième question, ça va sortir un peu de votre domaine, le cas Amadé Ourémy qui se trouve là-bas du côté de l'Ouest, qui est en fait ma région d'origine. Je voudrais vraiment que vous nous éclairiez là-dessus parce qu'on entend beaucoup de choses. Et on se demande pourquoi jusqu'à présent, il est là-bas armé, d'après tout ce qu'on entend. Que fait le gouvernement Ouattara à ce sujet? Merci, Monsieur le ministre. Okay. Bon, quand on dit l'argent travaille, l'argent circule, bon, c'est des terminologies qui peuvent varier. Et ce qu'il faut retenir, la semaine dernière, il y a eu la pose de la première pierre du barrage de Soubré. Le barrage de Soubré, c'est un barrage qu'on attend depuis 40 ans. Le troisième pont est en construction. C'est aussi un pont qu'on attend depuis que certains parmi nous n'étaient pas encore nés. Les travaux des autoroutes et de la réfection des routes sont en cours. L'amélioration du port de San Pedro. Enfin, il y a toutes ces infrastructures qui aujourd'hui sont en train d'être rénovées. Et des nouvelles qui sont en train d'être construites. Bon, là on peut dire l'argent travaille, l'argent emprunté est en train d'être investi. Mais le chantier est tellement vaste que honnêtement, même moi qui vous parle, par moment on se promène, on se dit mais on ne fait rien. C'est malheureusement le propre d'un des pays en difficulté comme le nôtre qui reprend son processus de développement. On doit faire face, d'une part, au retard pris pendant un quart de siècle parce que le processus de développement a été arrêté littéralement au milieu des années 80, à partir de 1985. Plus rien de grand, il faut le dire, ne s'est fait en Côte d'Ivoire. Quand vous regardez une ville comme Abidjan, la ville s'est étendue, mais en infrastructure importante, depuis l'immeuble Postel 2000, il n'y a pas grand-chose. Et pareil, les 6000 km de routes bitumées que nous avons, on les a depuis le début des années 90. Donc ça montre le retard qui a été pris. Ensuite, vous avez les destructions occasionnées pendant la guerre. Donc, réparer le pays et rattraper le retard tout en reprenant le processus de développement, ça fait beaucoup de chantiers à la fois. On a vraiment l'impression que ça n'avance pas suffisamment vite. En tout cas, c'est mon sentiment, et ce que je peux dire, c'est qu'il est beaucoup plus facile de détruire que de construire. On peut détruire en une nuit ce que l'on a mis 20 ans pour construire. Et
pendant les 25 premières années entre l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960 et 1985, tous les 6 mois, il y a quelque chose qui changeait en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était en pleine expansion et était en phase de développement. Malheureusement, on a pris ce retard-là. Alors, l'argent circule, il ne circule pas assez. Quand on dit l'argent circule dans une économie florissante, l'argent circule beaucoup. Pourquoi ? Parce que le consommateur, la forte consommation, c'est dynamique. Vous êtes le fournisseur de quelqu'un, le producteur, l'industriel, tout le monde y trouve son compte parce que la consommation accentue la consommation. L'investissement crée l'investissement, l'emploi crée l'emploi. C'est ainsi que ça se passe. Et là, nous ne le faisons pas encore suffisamment pour que cette dynamique soit créée. C'est ça qui me contrarie cet temps-ci. Maintenant, bon, du côté de mon ministère, il y a des marchés qui doivent être construits pour que l'urbanisme commercial soit remis d'actualité. Les marchés traditionnels que nous avons sont des sites d'échange importants. Malheureusement, ils sont trop peu nombreux. Beaucoup d'entre eux ont brûlé ou sont dépassés. Quand vous pensez que chaque quartier d'Abidjan a un marché, c'était le cas déjà il y a plusieurs décennies. Et rapporté à la population existante aujourd'hui, c'est insuffisant. Il en faudrait beaucoup plus. Donc tout ça doit se faire. Mais comme je dis, construire un marché, ça ne se fait pas en minutes. Alors qu'un incendie, comme on a connu le marché de Dimbokro, parce que pendant pleine crise, il y a un policier qui avait déclenché sa grenade, figurez-vous, dans un marché, puis le marché a brûlé. C'est plusieurs années qui sont partis en fumée. Maintenant, sur votre deuxième préoccupation, on m'a parlé il n'y a pas bien entendu. C'est le cas de M. Amadou Rémy, qui contrôle à peu près des hectares et des hectares à l'ouest. On a l'impression que le gouvernement est impuissant. Que fait le gouvernement pour trouver une solution au cas Amadou Rémy? Écoutez, ça c'est une situation qui je vais être honnête avec vous, qui n'est pas parvenue à mon niveau. Je pense que c'est le problème de foncier avec le comportement de personnes en armes dont vous parlez. Je pense que c'est de mon point de vue extrêmement condamnable et qu'on ne peut pas gérer malheureusement par la force ce genre de situation. L'État c'est que l'État doit pouvoir dégager toute personne qui use de la force pour s'approprier le bien d'autrui et des terres qui ne lui appartiennent pas. Mais la question foncière est une question fondamentale que nous devons traiter en Côte d'Ivoire. Ça, je l'ai toujours dit. Ne peut pas rester avec des lois coutumières, juxtaposer des lois civiles dessus et penser que ça peut fonctionner, c'est pas possible. Alors, ce n'est pas exactement votre domaine, mais la réponse que vous avez donnée tout à l'heure, vous avez dit qu'on ne peut pas utiliser tellement la force pour combattre un peu M. Amadou Rémy, mais cependant, la force a été utilisée pour combattre un peu, j'allais dire, des pro-Gbagbo à un moment donné, ou bien des personnes qui voulaient donc... Non, c'est pas ce que je dis. J'ai dit qu'on ne peut pas utiliser la force pour s'approprier un terrain. Okay, l'État doit utiliser la force pour chasser des personnes qui sont illégalement établies sur le terrain. D'accord, merci. Alors, nous allons aller donc dans l'État de Méridion avec Madame Nyoua. Madame Nyoua, allez, votre question. Merci bien, Jacques.
Bonsoir, monsieur le ministre. Tout à l'heure, vous avez parlé du taux de pauvreté en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre pays se retrouve relégué au dernier rang des pays dits émergents. On ne parle même plus d'émergence de la Côte d'Ivoire, mais de submergence de la Côte d'Ivoire aujourd'hui avec tous les problèmes que nous avons vécus et que nous vivons depuis 2002. Je ne connais pas votre background, comme on le dit ici aux États-Unis, mais dans notre jargon professionnel à nous, on nous a appris qu'en période de crise, il faut relancer les grands travaux. Vous avez parlé tout à l'heure de pont, du barrage de Souvray, des autoroutes, et ceci et cela. Et la gage dit que le bâtiment va. Comment? Je vous entends pas très bien, ça grésille beaucoup. Ça va mieux là? Ça va mieux? Peut-être un peu doucement, peut-être, Madame Noua, ça va aller. Voilà. Vous m'entendez mieux là? Voilà, super. Oui, là, ça va mieux. Voilà. Vous voulez que je reprenne tout ou bien vous avez entendu une partie? Reprenez de façon synthétique, s'il vous plaît. D'accord, merci bien. Je disais donc que je ne connaissais pas votre background, mais dans notre jargon professionnel à nous, on nous dit qu'en période de crise, il faut lancer les grands travaux pour stimuler l'économie. Et l'adage aussi nous apprend que lorsque le bâtiment va, tout va. Vous avez mentionné donc les grands travaux, le 3e pont, les autoroutes, les routes à reprofiler. Tout ça devrait pouvoir créer de l'emploi en Côte d'Ivoire, compte tenu du fait que les grands travaux englobent des différents corps de métier. Comment fait-il que ces grands travaux n'attirent pas au moins une partie de la main-d'œuvre ivoirienne pour résorber, ne serait-ce que partiellement, le chômage des jeunes? Première question. Deuxième question, c'est que nous venons d'apprendre dans les journaux qu'il y aurait des nationalisations de soi-disant apatrides qui auraient commencé dans la région de Boaflé. Qu'est-ce qui justifie ces nationalisations subites? Parce qu'on nous apprend que les gens, personne n'a demandé à être naturalisé, qu'on leur distribuerait donc la nationalité ivoirienne. Est-ce vrai? Et si c'est vrai, pouvez-vous nous en dire plus? Voici, Monsieur le ministre, mes 2 questions pour vous. Merci et bonne soirée. Merci à vous. Bon, c'est vrai que dans des phases de grande crise, on l'a vu dans le monde, même aux États-Unis, c'est là qu'il y a eu la construction du barrage, le Hoover Dam là-bas en Arizona. Donc il y avait ces grands travaux en grande crise qui stimulent un peu l'économie. C'est vrai que la reprise de ces travaux en Côte d'Ivoire stimule un petit peu, mais c'est pas suffisant. Il faut beaucoup plus de travaux que cela, tout simplement parce que aujourd'hui il y a 23 millions d'Ivoiriens, il y a 23 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, avec un taux de chômage dont on dit que il avoisine les 25%, donc comme un pays comme l'Espagne au niveau de la population active, ça vous fait plus de 5 millions de jeunes qui sont au chômage, et à cela il faut compter plusieurs millions de jeunes qui n'ont jamais eu de premier emploi. Donc c'est catastrophique. Pourquoi? Parce que ces dernières années, on a perdu plus d'entreprises qu'on en créait. Quand vous reprenez des travaux, les entreprises qui peuvent répondre à ces travaux n'existant pas, vous faites appel à des entreprises extérieures qui doivent trouver des personnes sur place pour travailler, mais ça a moins d'effet que des travaux lancés et donnés à des entreprises ivoiriennes. Voyez-vous,
Je regrette une chose, hein, c'est valable dans beaucoup de pays africains, il n'y a pas suffisamment de nationalisme économique. On va faire appel à des grands groupes extérieurs sans protéger pour autant l'emploi et d'autres entreprises ivoiriennes. Dans le Small Business Act que je viens de vous mentionner, aux États-Unis, la loi sur les PME exige que 23% des marchés conclus, des marchés publics conclus dans tous les États, que ce soit des marchés fédéraux ou des marchés au niveau de chaque État, soient réservés aux PME locales. Donc c'est cet esprit-là que je veux pouvoir appliquer en Côte d'Ivoire, de sorte que quand vous avez Bouygues ou autre qui a un gros marché national en Côte d'Ivoire, on lui impose de sous-traiter plus de 20% de ce marché-là à d'autres entreprises locales. Et c'est en ce sens que l'investissement crée l'investissement, que l'emploi crée l'emploi. Il faut créer cette dynamique-là. Il y a des pays, moi je vois, je vais souvent en Asie, en tout cas j'y allais souvent puisque j'assurais la direction et la présidence de SIFCA pendant des années. Des entreprises qui ont un certain capital national payent moins d'impôts sur les sociétés et ça stimule la participation nationale à l'entreprise. Donc, ce sont des choses que l'on peut appliquer. On n'a pas besoin de réinventer l'eau chaude. Hein. Donc oui, comme vous l'avez dit, les grands travaux favorisent l'emploi, mais encore faudrait-il que nous ayons des entreprises pour faire face à ces grands travaux. Maintenant, sur votre deuxième question de naturalisation de masse, bon, je pense que ça doit être une rumeur. Moi-même qui vous parle, je réclame que on puisse reprendre des processus d'identification. De nombreux Ivoiriens sont là, ils n'ont toujours pas leur carte d'identité. Hein. Donc il ne peut pas y avoir de naturalisation de masse comme ça, sans processus complet d'identification. Maintenant, peut-être qu'il y en a qui y pensent, mais je crois qu'aujourd'hui, on a suffisamment d'Ivoiriens et en Côte d'Ivoire et à l'extérieur, qu'on n'a pas besoin d'aller en chercher d'autres. Oui, mais n'empêche que, monsieur le ministre, on a vu... On peut se régénérer nous-mêmes aujourd'hui. Oui, on a vu quand même dans les journaux, hein, avec le ministre Nyelema, avec une autre dame certainement donc des Nations Unies. Hein. On a procédé d'abord à la régularisation donc de près de 8000 cas. Et ensuite, tout dernièrement, on a parlé de la régulation donc, de près de 8000 cas, ce qui fait en espace donc d'un mois près de 16 000 personnes qui ont pu bénéficier quand même de la nationalité ivoirienne. Bon, si naturaliser certainement des personnes, ce n'est pas une mauvaise chose en soi, mais peut-être la manière dont les choses se font de façon massive, c'est ce qui pose un peu problème. Ça qu'il l'ait demandé d'ailleurs. Bon, bon, ça m'étonnerait quand même qu'on puisse naturaliser de force des gens sans qu'ils l'aient demandé. Maintenant, si c'est des régularisations, ça c'est autre chose. Hein. Mais vous vous souvenez, je parlais de la zone de Boisflé. Il y avait des villages entre Boisflé, Daïnoura et tout ça, Oufoué, qui étaient venus pour travailler pendant des années sur la construction du barrage de Kossou et tous ces grands travaux de l'époque, où on avait fait appel à une main-d'œuvre importante venant de Haute-Volta et d'ailleurs qui avait été naturalisée en masse à l'époque par le président Oufoué aussi. On a appris ça plus tard. Peut-être que d'autres demandaient d'être régularisés. Franchement, je ne suis pas ces questions de naturalisation qui me surprennent un petit peu, vu que, comme je vous l'ai dit, hein, j'aimerais bien moi que certains parents puissent avoir leur carte d'identité alors qu'on n'a pas de carte d'identité depuis une quinzaine d'années.
Alors, avant d'aller donc du côté donc de Maryland avec l'écrivain M. Laurent Agueyi, je sais que vous êtes un peu présent sur le front de la lutte contre la cherté de la vie, mais aussi on ne vous entend pas un peu trop sur lutter contre aussi la fraude. On sait que tous ces grands commerçants, la majeure partie ont voté pour M. Alassane Dramane Ouattara. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez les moyens nécessaires pour lutter contre la fraude et aussi contre la cherté donc de la vie? Alors, lutter contre la fraude, en ce moment, les équipes du ministère du Commerce sont à pied d'œuvre pour contrôler tout ce qui peut être contrôlé en termes de distribution, de commerce. Alors, il faut savoir que il y a la liberté de commerce et la liberté de fixer les prix. Donc, quand on parle de contrôleurs, ce n'est pas les contrôleurs de prix que l'on voyait autrefois, mais c'est contrôler toutes les pratiques anticoncurrentielles, le défaut d'affichage de prix, la qualité des produits qui sont sur le marché, si ce n'est pas des produits qui sont périmés, si ce n'est pas des produits qui sont entrés frauduleusement en Côte d'Ivoire. Donc oui, nous attaquons à cela. Et pour tout vous dire, du riz invarié et tout ça, on subit beaucoup de pression après pour libérer des personnes que nous avons fait arrêter ou bien ne pas payer l'amende et tout ça. Mais c'est un volet sur lequel je vais très intransigeant. Et même les équipes du ministère, je leur ai dit, en arrivant, je rentre dans un ministère qui a une mauvaise réputation. Faites attention et faites en sorte que cette mauvaise réputation puisse se transformer en bonne réputation. Maintenant, on va y mettre de la rigueur, des procédures, et c'est à cela que nous travaillons également. Mais c'est dur, hein. C'est dur, parce que de trop mauvaises habitudes ont été prises ces dernières années. Vous avez tout le monde qui trempe dans des combines inimaginables. Les travaux du consommateur, malheureusement. Voilà. Alors, c'est la journée du consommateur le 15 mars prochain. Et le consommateur, depuis un discours de John Kennedy en 1962, qui expliquait que le consommateur est l'unité économique la plus nombreuse, mais c'est la moins écoutée. Alors qu'il faut lui accorder le droit à l'information, le droit au choix, le droit à la revendication, et donc dans toutes les dispositions que nous prenons en Côte d'Ivoire, il y a la mise en place d'un code de la consommation, donc qui est articulé autour d'une loi de protection et d'information du consommateur. Vous vivez aux États-Unis, vous savez que le consommateur a énormément de droits. Nous devons devenir un pays moderne et faire en sorte que le consommateur ivoirien ait également, pas seulement des devoirs, mais aussi. D'accord. Alors, on va le décompte dans l'état de Maryland avec l'écrivain, M. Laurent Agueyi. M. Agueyi, allez-y pour votre question. Bonsoir, M. Jacques. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Alors, j'ai une question pour vous. J'ai été quand même heureux d'entendre nous exhorter dire qu'il faut y croire. Mais pour être honnête avec vous, nous avons commencé à perdre d'espoir. Pourquoi? Alors, en matière d'économie, pour générer une croissance économique, il faut des hommes et l'espace naturel. Mais dans le cas de notre pays, nous avons des milliers de nos frères qui sont en exil. Ceux-là qui doivent travailler cet espace naturel-là. Beaucoup de jeunes qui doivent même faire la PME sont dans les camps de concentration en train d'être torturés. Alors, Monsieur le ministre, comment on peut générer une croissance économique dans ces conditions-là? Qu'est-ce que vous pouvez dire à cela? Attendez, j'ai bien entendu le début, mais à la fin, je n'ai pas très bien entendu.
je disais que nous avons perdu espoir parce que nous avons des milliers de nos frères en exil, ceux qui doivent travailler. Ce n'est pas naturel. Ça, j'ai entendu. C'est la dernière partie que je n'ai pas entendue. Des jeunes qui font la mécanique de concentration, qui doivent même créer le PME. Alors, comment est-ce qu'on peut créer une croissance économique quand nous avons nos frères dans ces conditions-là? Je vais vous dire, honnêtement, les jeunes en exil, c'est dommage. Hein. Il faudrait que tous les Ivoiriens puissent rentrer et librement en Côte d'Ivoire et travailler. Mais moi, j'en rencontre beaucoup qui étaient partis depuis des mois et qui rentrent ces derniers temps sans problème réel. Hein. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec certains d'entre eux et je souhaite vraiment que tous puissent rentrer parce que il n'y a rien de pire que de se retrouver à l'extérieur pour essayer de reconstruire une vie alors qu'on peut très bien le faire en Côte d'Ivoire. Maintenant, quand vous parlez de camps de concentration, je pense que vous avez des termes un peu durs. Je n'ai pas connaissance de camps de concentration en Côte d'Ivoire. Là, c'est des propos un peu... Le dernier rapport d'Amnesty International. Les derniers rapports d'Amnesty International et puis de Human Rights Watch parlent simplement donc des petits camps où les gens sont un peu enfermés, sans liberté, voilà. Enfin, je pense que c'est ce qu'il appelle un peu les petits camps de concentration, les petits camps. Oui, ça c'est fort regrettable. Ce sont des dérives qui existent dans les prisons et tout ça, oui. Honnêtement, c'est fort regrettable. Hein. Comme je vous dis, hein, la crise ivoirienne a laissé une fracture dans le pays et un des premiers intervenants parlait de se retrouver autour de la table de réconciliation. Il faut le dire, on doit pouvoir se retrouver autour de la table de réconciliation et traiter de toutes ces questions-là pour en sortir définitivement. Hein. Quand on m'a posé la question de ce qui s'est passé le 4 avril pour le président de SIFCA, quand vous écoutez ceux qui les ont exécutés, malheureusement, ils ne savent pas pourquoi aujourd'hui. Honnêtement, ils vous disent ils ne savent pas pourquoi. Mm-hmm. Il y avait parmi les cadres qui ont été pris quelqu'un dont le nom est passé inaperçu, qui s'appelait Pandian, hein, quelqu'un qui vient de Malaisie. Ce monsieur venait de construire en Côte d'Ivoire la plus grande usine, hein, 500 000 tonnes de broyage et de raffinage d'huile de palme brute, la plus grande usine de toute l'Afrique occidentale pour le palmier à huile en Côte d'Ivoire. Il a fini cette construction-là. Il est parti inscrire son fils à l'université en Malaisie. Il est revenu en Côte d'Ivoire. Il est arrivé, disons, ce soir à Abidjan. Le lendemain, il a été pris au Novotel, exécuté. Il ne parlait même pas français. Voilà. Et ça, c'est moi qui ai dû aller annoncer à sa famille là-bas, jusqu'en Malaisie, que malheureusement, il avait été enlevé et exécuté. Malheureusement, je le dis, hein, en Côte d'Ivoire, il y a eu des dérives importantes ces dernières années. On a laissé faire depuis le milieu des années 90, on a continué, et on sait très bien que ça va mener, et si ça continue, ça va encore mener à d'autres violences. Et à un moment, il faut s'arrêter.
Alors, nous sommes potentiellement très pressés par le temps. Nous allons prendre donc deux réactions rapidement du pasteur, du docteur Nda, le pasteur Nda, depuis l'État de Maryland. Pasteur Nda, allez-y rapidement pour votre question. Oui, bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, pasteur. Oui, merci pour tout ce que vous avez présenté. C'est très, très pratique. Nous aimons cela. Attention, j'entends pas grand-chose. On vous entend faiblement, hein? Oui, je voulais dire que vraiment nous vous remercions pour tout ce que vous avez apporté ce soir. C'est assez pratique, nous comprenons. Vous savez, la diaspora est très concernée par... Vous êtes toujours loin de votre combiné, pasteur Nda. Est-ce que vous m'entendez? Bon, alors, je crois que vous m'entendez mieux maintenant. Voilà. Je voulais dire que nous vous remercions pour ce que vous avez exposé, effectivement, mais la diaspora est très concernée par le pays et également concernée par l'entrepreneuriat. En 2007, vous êtes intervenu sur la question au salon qui avait été organisé par M. Auguste Conan et Djereke. Vous étiez l'un des orateurs. Alors, la question que je voudrais vous poser, est-ce que vous ne pouvez pas songer à une autre façon de faire la banque, par exemple, et voir un peu comment les taux d'intérêt au niveau, n'est-ce pas, des banques pourraient baisser de façon à favoriser l'entrepreneuriat, quand on sait que vous vous battez très fort pour les petites et moyennes entreprises? C'est la question que je voudrais poser. Merci de votre question. Alors, la question de la banque en Côte d'Ivoire touche d'autres préoccupations. La première des préoccupations, c'est la justice. Nous avons un vrai problème avec la justice en Côte d'Ivoire. La création des tribunaux de commerce dernièrement répond à cette préoccupation. Tous ceux qui sont dans le secteur privé vous le diront, dès qu'ils ont affaire à la justice, le côté entreprise perd toujours contre l'État, contre l'employé, ou alors deux entreprises de forces différentes, ce sera toujours la plus faible qui va perdre, tout simplement parce que les juges sont prêts à racketter la plus grande des entreprises, ou alors le plus fort des deux, en se disant c'est là que j'ai le plus à gagner. On est arrivé avec des décisions de justice inimaginables en Côte d'Ivoire. Des délits de justice sans équivalent dans le monde. Alors, les banques qui voulaient prêter aux PME ou à d'autres entreprises se sont retrouvées avec des décisions de condamnation ou de perte de procès malgré les garanties prises, de sorte que ces banques-là nous pratiquent des taux en introduisant déjà les problèmes de justice. Alors ça donnait quoi? Que des taux d'intérêt sont plus élevés à Abidjan qu'à Dakar ou à Cotonou, alors qu'on est dans le même espace UEMOA, dans le même système bancaire. Mais quand je vous dis plus élevé, c'est de 4 à 5 points, hein, c'est-à-dire qu'un taux d'intérêt de 12% dans un des pays se retrouve à 17% à Abidjan. Alors que déjà, à Dakar et à Cotonou, ce sont des taux qui sont élevés. Quand vous savez que pour les biens d'équipement, on arrive à des taux de 3% en Europe ou 2% aux États-Unis, on peut, à moyen terme, à long terme, assurer le développement d'un pays ou d'une entreprise. Plus les taux sont élevés, plus on parie sur le court terme. Or, tout projet de développement s'inscrit dans la durée, donc dans le long terme. Avec les taux qui sont pratiqués en Côte d'Ivoire, pour beaucoup de pays africains, on a du mal à se développer. Moi, j'ai travaillé aux États-Unis. Hein, je travaillais dans une usine qui avait coûté près de 200 millions de dollars en leasing sur 30 ans. En leasing sur 30 ans. Hein, vous trouvez ça, on vous offre de telles conditions en Côte d'Ivoire, et nous sommes partis, nous avons décollé. C'est pour ça que je disais d'entrée, c'est difficile parce que le pays est vraiment dans un état compliqué. Vous avez raison de pointer du doigt les cas d'injustice et
de violations des droits de l'homme qui existent par-ci et par-là. Moi, je les dénonce sans arrêt. Mais seul, c'est difficile. À la fin, on finit par se mettre de côté et se dire, mais on a l'impression que tout le monde s'en fiche. Honnêtement, tous ces problèmes sont liés. On ne pourra pas faire de développement dans une atmosphère de guerre, de méfiance. Le développement se fait que dans la paix. C'est le premier facteur de développement, la paix. Sans paix, tout projet de développement est contrarié. Et sans paix et justice, je viens de vous montrer comment les taux d'intérêt sont également contrariants pour le développement. Mais quand je vous ai parlé, c'est pour ça que c'est intéressant, je parle de l'agence des PME que je compte mettre en place et la loi des PME. On impose dedans que une PME qui a obtenu un marché soit payée dans les 60 à 90 jours. Ça lui permet de pouvoir voir une banque et que la banque lui préfinance son marché. Au lieu de se retrouver à surfacturer, comme ça se passe en Côte d'Ivoire, à surfacturer une prestation aujourd'hui, parce qu'elle introduit déjà dans le coût de la prestation tous les frais divers et variés qui devront être distribués dans une chaîne pour pouvoir être payés de sa prestation. Tout ça, ce sont des choses qui existent. On parle des 10% habituellement payés pour être payés de son marché. Ce sont des choses qui ne sont pas normales, mais qui existent en Côte d'Ivoire et qui rendent la vie plus chère, qui doublent le prix de certains projets, qui triplent le prix d'autres projets, tout simplement parce que on parle de corruption et de malgouvernance. Merci beaucoup, M. Billon. Malheureusement, nous sommes pressés par le temps. Nous allons prendre 2 questions rapidement et puis vous permettre seulement d'avoir votre mot de fin. Rapidement, si vous voulez, M. Aboulaye Kodji depuis New York, une question rapide en 15 secondes. Merci beaucoup, Roger. Bonsoir, M. le ministre. Bonsoir. Tout à l'heure, vous avez parlé des marchés des PME concernant l'octroi des marchés qu'on doit donner aux grandes compagnies et qui doivent travailler avec les petites PME sur place. Mais quels sont les mécanismes que vous avez pour pouvoir empêcher que certains ministres qui créent des petites PME s'accaparent de ces marchés au détriment des investisseurs, des petits investisseurs? Très belle question, d'ailleurs. Très belle question. Alors, Monsieur Yves Bambara, rapidement, allez-y pour votre question de Faso Radio. Allez-y rapidement aussi. Monsieur Yves Bambara. Alors, je pense que nous l'avons perdu. Alors, Monsieur le ministre, une très très bonne question, même d'ailleurs. Hein? Bonsoir, Jacques. Ah oui, allez-y rapidement. Oui. Monsieur Bambara, allez-y rapidement. Alors, Monsieur Bambara de Faso Radio, est-ce que vous entendez? Oui, allô, bonsoir, Monsieur le ministre, tous mes respects. Et j'ai une petite question. Oui, bonsoir. Oui, le président Laurent Gbagbo est aujourd'hui à la CPI en attente de jugement. Pendant ce temps, ceux qui étaient co-auteurs aussi de tout ce qui s'est passé comme crime en Côte d'Ivoire sont promus aux postes politiques ou même militaires. Est-ce, selon vous, nous voulons vous demander, est-ce que le président Ouattara a décidé de bâtir une république d'impunité ou bien c'est une république de réconciliation? Merci. Voilà, merci Monsieur le ministre pour les 2 questions. Hein. Voilà, 2 questions, voilà, c'est des plats de résistance. Allez, okay. Monsieur le ministre. Bon, je vais vous dire, quand on parle de malgouvernance, l'exemple que on vient de donner par rapport à certains ministres qui créent des entreprises, c'est des cas flagrants de malgouvernance. Hein. Maintenant, moi, je n'ai pas de mécanisme contre cela. Hein. Je suis responsable de mon département ministériel. Je ne peux pas aller faire la police dans les autres départements ministériels, malheureusement. Par contre, le seul mécanisme trouvé, c'est celui de dénoncer et de publier dans les journaux. Mais pour ça, il faut que ce soit avéré que
vous démontrez directement que tel ministre a telle pratique, et à ce moment-là, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas connu pour qu'il soit condamné. Et déjà qu'il perde son poste et que le marché lui soit retiré et même jugé. C'est des pratiques. On ne doit pas être. Quand on est ministre, on ne peut pas être jugé parti. Cabinet étant le dernier recours, c'est la raison pour laquelle personnellement j'ai démissionné de tous mes postes d'administrateur, de direction dans toutes les sociétés. Et personne de mon groupe ne me demande rendez-vous et tout ça. En tout ce qui concerne mon groupe personnel, ça bascule sur un autre ministre qui aura compétence pour ne pas que je sois pris à partie. Mais ça, bon, vous savez, l'éthique, il faut la voir ou la développer. Alors, la dernière question. Mais vous savez, je pense que ça doit être plus difficile à un niveau ministériel que dans différents niveaux en dessous du ministre, dans les administrations et tout ça, où ça existe aussi fort bien. Et c'est tout ça dont il faut combattre. Parce que moi, je l'ai dit toujours, je dis, mais arrêtez d'être concurrent du secteur privé. Si vous voulez, si vous estimez que vous n'êtes pas suffisamment bien payé dans l'administration, mais quittez l'administration et puis mettez-vous dans le circuit commercial direct et affrontez la concurrence comme les autres. Mais n'allez pas vous servir d'une position d'autorité pour faire des affaires. C'est un abus d'autorité, un trafic d'influence. Et là, c'est condamnable, bien sûr. Alors, en ce qui concerne le président Babo à la Cour pénale et les autres coupables qui sont en liberté, il y en a qui reprochent même que le président Babo ait été envoyé à la haie. Beaucoup d'Ivoiriens sont contre. Même certains qui le pensent coupable auraient préféré qu'il soit jugé aux Ivoires. Bon, là c'est la justice. Il faut voir. Peut-être qu'il va sortir blanchi de cette histoire, peut-être qu'il va être condamné, je ne sais rien. Toujours est-il que il faut que la justice s'applique à tous. Ça, c'est mon point de vue. Et tous ceux qui ont commis des crimes doivent pouvoir répondre de leur crime devant la justice. Non, il faut qu'il y ait des plaintes en bonne et due forme, et que la justice suive son cours. Est-ce à dire que tous doivent aller à la haie? Je n'en sais rien. Mais, je pense que vous êtes déjà jugé en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il faut être responsable et avoir le courage de ses actes et de ses opinions. Alors, encore une fois, merci beaucoup. De ce côté-là, vraiment, je pense comme vous, il ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures. Voilà, merci beaucoup, monsieur le ministre. La toute dernière question pour votre mot de fin. Alors, vous êtes candidat donc dans la région donc de Dabakla, voilà. Bon, est-ce qu'il n'y aura pas trop de cumul donc de fonctions? Vous êtes ministre, je crois que vous êtes chef aussi d'entreprise, vous serez certainement conseiller général. Est-ce que là, on ne peut pas parler un peu de cumul de fonctions? Non, je ne suis plus chef d'entreprise. J'avais démissionné. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. D'accord, voilà. J'ai démissionné. Moi, je suis même pour une loi sur le cumul des mandats. Ce serait bien qu'on ne puisse pas être député et maire, député et conseiller. Pourquoi? Tout simplement parce que dans un pays en construction, on a besoin de toutes ces compétences
servir le pays. Et c'est pas bien que ce soit toujours les mêmes qui s'accaparent les différents postes. Autant qu'il y a des revenus à ces postes-là, même si personnellement, moi, j'avais abandonné mon revenu de maire et que je les remettais dans le budget de la mairie. Ce que je compte faire aussi au niveau du Conseil général. Mais là, au Conseil régional, nous n'allons pas, un ministre ne siège pas, hein, même s'il gagne la partie, il ne siège pas, et ce sera son premier vice-président qui va siéger. Donc, on aide à favoriser la victoire, et après, c'est l'équipe qui va prendre le relais. Donc, il n'y a pas de cumul de ce côté-là. Et il ne faut pas penser toujours que ça fait beaucoup. Vous vivez dans un grand pays où n'importe laquelle PME importante ou bien des grandes entreprises est plus puissante que notre pays. Bref, le budget nettement plus important. Vous avez là-bas un président de la République qui est arrivé président très jeune. Personne ne dit c'est trop. Même moi, avec un certain nombre d'entreprises, je me suis toujours considéré, parce que je parcours le monde, comme étant une petite entreprise africaine, tout simplement parce que dans le métier que je pratique, l'agro-industrie, j'ai trouvé des géants dans le monde, sans commune mesure avec ce que nous on fait. Quand je vous dis qu'il n'y a pas suffisamment de nationalisme économique en Afrique, je parle de ça aussi. Et il faut que ça change, parce qu'il faut que demain, il y ait plus de champions économiques sur le continent africain. Il faut que demain, il y ait plus de champions d'entreprises en Côte d'Ivoire qui puissent devenir immensément riches pour pouvoir réinvestir en Côte d'Ivoire. Si on doit les protéger, protégeons-les. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça s'est passé dans d'autres pays du monde. Et nous, on préfère faire le lit d'autres plutôt que de faire le lit de ces nationaux. Et on critique quelqu'un qui réussit au lieu de l'encourager. Et quand je vois des partenaires ou des confrères américains ou asiatiques qui viennent me rendre visite en Côte d'Ivoire avec une flotte aérienne à faire rougir n'importe quelle compagnie africaine, c'est beau. Et eux sont encouragés par leur pays. Tout simplement, j'ai reçu un Indonésien la semaine dernière qui est arrivé ici avec un G650, un Gulfstream 650, le plus grand des avions. C'est remarquable. Que voulez-vous? En Afrique, on va trouver d'un côté quelques exceptions. On peut le faire en Afrique, d'autant que c'est le continent le plus prometteur aujourd'hui de la planète. Donc, alors, il faut y croire, et moi j'y crois. Justement. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Alors, votre mot de fin, et bon, vous avez promis un séjour aux États-Unis, hein, ça sera pour quand, pour finir, alors? Écoutez, en tout cas, merci, et puis je voudrais remercier tous les auditeurs pour la sincérité de leurs questions, et j'espère que j'ai répondu sans faux fuyant. Je pense qu'on ne peut avancer réellement qu'avec la franchise et le politique que je suis. Accepter l'interpellation, ça permet de corriger aussi, sinon on tournerait en rond. Hein. Il faut reconnaître en face ce qui marche bien et ce qui ne marche pas, et on doit être interpellé sans cesse et sans relâche pour que ceux qui ne marchent pas puissent être corrigés pour le plus grand bien des citoyens. Je pense que la légitimité de l'homme politique se trouve dans la défense de l'intérêt général. Même élu, vous perdez toute légitimité quand vous oubliez l'intérêt général.
l'idée que je me fais de la gestion de la chose publique. Et j'espère que je resterai toujours droit dans mes bottes en ce qui concerne ces principes-là. En fonction de je ne transige pas sur ces principes. C'est ce qui fait ma force, ma réputation. Je vais compagnie dans ce soit de compréhension. Merci. Merci beaucoup. Donc voilà, merci et à très bientôt. Au revoir. À bientôt et bon courage à tous. Et voilà, ok, d'accord. Merci.